Souvent, je vois certains personnages politiques dans les médias, etc., qui parlent de manichéisme, comme si on est des gens supposés voir comme Mani, donc, le prophète Mani. Et l'idée, c'est qu'il y aurait soit le blanc, soit le noir. C'est presque de la diffamation, en fait, c'est tellement simpliste. Ce que voulait produire Mani, à travers son mythe ou à travers sa peinture, c'est un choc à l'intérieur de soi-même pour produire un changement, en fait, qui va se projeter dans le monde, qui va permettre des changements sociaux. Les vrais guides spirituels, ceux qui sont cachés, ceux qui sont diffamés, ils continuent à vivre. La persécution, la violence n'arrêtera pas ce message. Bonjour Denis. Bonjour. Il y a quelques années, tu as écrit une monographie sur Mani. Oui. Et il semble qu'aujourd'hui, il est très important d'être manichéen. Oui. Alors tu vas nous en parler, tu vas nous raconter pourquoi. Oui. Mais déjà, cette monographie, tu l'as écrite dans ce parc, La Belle Idée. Est-ce que tu pourrais nous le présenter ? Oui, en fait, c'est un lieu où des gens viennent se retrouver autour des idées de l'humanisme, de la non-violence, du message de Silo. Précisément, c'est un parc d'études et de réflexion avec différents éléments comme la fontaine, le monolithe, des lieux pour se rencontrer, des lieux pour aussi étudier. Et là, par exemple, très bientôt, on espère avoir une superbe, belle salle toute blanche à l'intérieur, une salle de méditation qui sera vraiment un lieu fantastique et qui sera ouvert à tous en plus. Et est-ce que tu pourrais du coup te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es ? Donc moi, justement, je suis humaniste. Il y a très longtemps, j'avais 20 ans, donc ça fait un bon moment, j'arrive à Paris et j'ai rencontré donc ce mouvement humaniste, ce mouvement fondé par Silo. Et comme déjà à l'époque, j'étais objecteur de conscience, donc j'aimais pas trop la guerre et tout ça. Et justement, ce qui m'a attiré, c'est cet esprit de la non-violence. Et puis, ce qui m'a beaucoup intéressé dans Silo, c'est son message par rapport à la spiritualité et aussi tout ce travail qu'il a fait par rapport à la psychologie. Donc, c'est déjà ça qui m'a beaucoup attiré. En fait, ce que je me suis rendu compte à cette époque-là, c'est que ce qui était important pour moi, c'était l'être humain, en fait. C'est-à-dire de replacer l'être humain au centre de tout, de nos préoccupations, en tant que style de vie, mais aussi en tant que préoccupation centrale, et de se rendre compte de qui on est réellement en tant qu'être humain. Et tout ça, je l'ai trouvé dans ce message de Silo, dans ce parc, et dans ce mouvement humaniste à l'époque qui m'avait accueilli. Et j'imagine que tu l'as trouvé aussi dans Mani. Oui. Du coup. Et quand nous avons discuté, tu as dit qu'aujourd'hui c'était important d'être manichéen. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Oui, c'est un peu de la provocation, parce que c'est vrai que souvent aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont très énervés par rapport à la direction que prend cette société, où tout est basé sur le thème de l'économie, de l'argent, etc. On sent qu'il y a beaucoup de gens qui sont mis de côté. Et beaucoup de gens sont de plus en plus énervés, surtout à l'époque actuelle. On s'inquiète même d'arriver à une situation de chaos total à cause de cette direction. Et souvent, je vois certains personnages politiques dans les médias, etc., qui parlent de manichéisme, comme si on était des gens supposés voir comme Mani, donc, puisque c'est l'origine du mot manichéen, c'est Mani, le prophète Mani. Et l'idée qu'ils mettent en avant, c'est qu'il y aurait soit le blanc, soit le noir, soit le jour, soit la nuit, des choses un peu simplistes, un peu même dans leurs mots, c'est presque de la diffamation en fait, c'est tellement simpliste. Alors que l'idée de Mani, c'est pour ça que j'ai voulu l'étudier, j'ai compris rapidement qu'en fait, pour lui, c'était beaucoup plus profond que ça, et on essayait de dépasser ce thème de la lumière et de l'obscurité. Et que le travail d'une vie, et notre travail, c'était de convertir toute cette obscurité en lumière. C'est-à-dire, c'était vraiment d'aller plus loin, plus profondément, et de transformer toute cette obscurité qu'il y a aujourd'hui. Et je pense que les gens, aujourd'hui, qui sont révoltés par cette civilisation, eh bien, ils sont dans la même démarche. En fait, ils ne savent pas quoi faire, mais ils n'ont pas envie de rester dans ce combat entre le jour et la nuit.
Ils veulent vraiment quelque chose qui dépasse tout ça. Et donc, pour moi, être manichéen, c'est ça, c'est chercher comment on va dépasser tout ça, toutes ces difficultés. Ne plus opposer le bien, le mal, le jour, la nuit, mais dépasser l'obscurité vers la lumière. Voilà, c'est ça. C'est comment on peut y arriver. Et pour y arriver, ça demande, ce qu'avait bien expliqué Mani, une question à l'intérieur de soi-même, de changer des choses, de voir les choses autrement, et aussi un message dans le monde, quelque chose qui doit transformer le monde. C'est à la fois social et personnel, comme le siloïsme, comme l'humanisme. Et alors tu disais que c'était important de parler de Mani aussi parce qu'il y avait eu de la diffamation, c'est ce que tu racontais? Oui, en fait, quand par exemple on prend le terme manichéen, ça vient d'Augustin, Saint Augustin pour les chrétiens, mais moi je l'appelle simplement Augustin. Parce qu'il faut savoir qu'Augustin, il était manichéen quand il était jeune, et comme il n'a pas réussi vraiment à obtenir des postes, si je puis dire, parce que c'était pas comme ça que ça se passait chez les manichéens, eh bien, il a eu la possibilité de devenir évêque, si je puis dire, dans la religion chrétienne, et c'est devenu un des plus grands opposants du manichéisme. Et jusqu'au XIXe siècle, la plupart des sources qu'on avait du manichéisme, c'était ce qu'avait écrit Augustin. Donc on pensait que le manichéisme c'était ça, une vision simpliste du monde. Alors qu'à partir du XIXe siècle, on a trouvé en Chine, dans le désert en Égypte, dans différents endroits, en Algérie aussi, dans une grotte, des documents d'origine, enfin plus récents par rapport à l'époque de Mani. Et donc on a découvert que le manichéisme était bien plus profond que ça, quoi, en fait. Voilà. On est sorti de cette espèce de diffamation en traitant cette idée de simplement idée simple et presque un peu bête. Alors il y avait une chose que tu avais écrite qui m'avait bien plu, que je vais lire. Tu disais « Moi je pense que les vrais sages ne sont pas mis en valeur par le système, ils les cachent. Et c'est à nous d'aller à leur rencontre. » Alors justement, je voudrais te demander comment tu as connu Mani. Alors oui, en fait là, je voudrais remercier un écrivain libanais qui s'appelle Amin Malouf. Il a écrit un roman qui s'appelle Les Jardins de Lumière, et je l'ai lu il y a assez longtemps. Et à l'époque, j'allais en Algérie, j'allais au Bénin, je faisais des missions pour justement développer ce message de l'humanisme et de la non-violence. Et ça m'a beaucoup impacté, ce livre. Même si j'avais bien conscience que c'était un roman, donc peut-être il fallait étudier plus profondément. Mais déjà, ça m'avait beaucoup impacté. J'avais aimé ce personnage de Mani parce que je le trouvais tellement simple, avec l'idée simplement d'aller... Mani a beaucoup voyagé. Hein. Par exemple, il a été en Inde et il l'a fait sans aucun moyen, de manière très, très simple, quoi, avec simplement son image, son dessin, sa peinture, pour diffuser un message. Et en fait, moi, et plein d'autres choses aussi m'inspiraient... Surtout en Algérie, par exemple. En Algérie, c'était très difficile parce que c'était une situation un peu compliquée à l'époque. Et j'avais besoin d'un personnage comme ça qui était presque un guide spirituel à l'intérieur de moi et qui pouvait m'inspirer par rapport aux réponses que je pourrais donner à ces situations, quoi. Et donc ça a été très très important pour moi de découvrir Mani à ce moment-là. Oui, quand j'allais en Algérie et au Bénin, en fait, je me sentais exactement comme Mani, c'est-à-dire simplement à diffuser un message qui était donc celui de notre humanisme, un message de non-violence, où il n'y a aucun être humain qui est au-dessus d'un autre, ni même en dessous, et d'arriver à créer des projets autour de cette idée, des projets sociaux, mais aussi un travail, comme on disait à l'époque, un travail personnel sur soi-même, à l'intérieur de soi-même, pour avoir un style de vie adéquat avec cette non-violence et cet humanisme. Et c'était vraiment, pour moi, c'était la même chose que le travail de Mani, quoi, mais près de 2000 ans avant, quoi. Et puis alors, j'ai un peu oublié Mani pendant plusieurs années après, sans doute que j'étais préoccupé par d'autres choses. Et après, il y a 10 ans, j'ai décidé de partir en Turquie, là encore, pour diffuser le message de Silo. Et là, il y a un ami qui nous a envoyé, on était plusieurs là-bas en Turquie, il nous a envoyé une poésie, un texte pour nous inspirer, qui était le Chant de la Perle. C'est un extrait des Actes de Thomas. Thomas, c'était un apôtre de Jésus qui a été évangélisé l'Inde.
Et dans ces actes, qui sont des actes apocryphes, qui ne sont pas reconnus par l'Église, il y a un très beau texte qui s'appelle « Le chant de la perle ». Et donc, c'est un texte qui m'a beaucoup touché. Et j'ai découvert qu'en fait, c'était un des textes qui avait inspiré aussi Mani. Et donc, du coup, j'ai commencé à étudier tout ce qui concernait ce chant de la perle et ensuite ce manichéisme. C'est comme ça que ça a commencé, en Turquie, aux portes de l'Orient. Oui, parce que tu disais que c'était un conte, un mythe qui évoquait la recherche de la perle qui est au fond de nous, c'est ça? Et surtout de se rappeler d'où on vient, qui on est et ce qui est réellement notre mission. C'est ça. Et de fait, à ce moment-là, tu as commencé à lire et à méditer depuis l'expérience de Mani. C'est ça qui nous intéresse, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'après, c'était très très intéressant parce que déjà, je ne pouvais pas m'appuyer sur beaucoup de textes. Comme je l'ai dit, il y avait ce qui existait d'Augustin. Ensuite, il y avait tous les documents, il y a quand même quelques chercheurs qui ont commencé à étudier le manichéisme, qui sont très intéressants aussi. Donc j'ai étudié tout ça, mais ça ne me permettait pas vraiment de connaître réellement ce qu'était l'expérience de Mani. Et donc j'ai aussi étudié pour comprendre ces actes de Thomas, ce qu'était réellement la gnose, ce qu'était aussi Saint Paul, par exemple. Il s'est beaucoup inspiré de Saint Paul, c'est-à-dire des premiers chrétiens, qui étaient vraiment basés sur la solidarité, l'aide aux plus démunis, aux plus pauvres, qui étaient très discriminés et très diffamés par l'Empire romain. Ça n'avait rien à voir avec les chrétiens actuels. Et ensuite, pour bien comprendre aussi, j'ai étudié Zoroastre, parce que Mani s'inspire beaucoup de Zoroastre. J'ai aussi étudié quelques thèmes par rapport au bouddhisme, parce que Mani était très inspiré par Bouddha aussi. C'est ça qui m'a touché en fait chez Mani, c'était un être qui était intéressé par toutes les cultures de l'époque, en fait qui était très universaliste. Et ensuite aussi, pour bien le comprendre, je me suis dit, il faut aussi que j'étudie les gens qui sont venus après, mais qui ne pouvaient pas dire qu'ils s'inspiraient de Mani, parce que sinon ils auraient été brûlés, etc. Et comme par exemple les soufis, certaines spiritualités en Iran. Je me suis rendu compte, en fait, ce manichéisme avait eu une grande influence. Et donc, en 2 ans, ça m'a pris 2 ans de bien étudier et aussi de me mettre un peu à la place de Mani, dans la même situation que lui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'époque dans laquelle a vécu Mani? Donc, Mani, il est né au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et donc, il est né dans ce qu'on appelait l'Empire perse. C'était un immense empire qui allait pratiquement de la Turquie jusqu'à l'Inde. Et donc, il était entre 2 grands empires, l'Empire romain et de l'autre côté, l'Empire chinois. Et déjà, c'est quelque chose d'important d'être au centre de ces empires, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'influences de cultures différentes. Et aussi à l'époque, ce qui est important, c'est qu'il commençait à se créer la route de la soie, et donc il y avait beaucoup de commerçants, de voyageurs qui traversaient ces régions-là, et qui donc aussi apportaient les idées qui venaient d'Inde, qui venaient de Chine, qui venaient d'Occident. Il y avait beaucoup de mélange de connaissances, surtout chez les commerçants, chez les gens plutôt qui avaient possibilité d'avoir une bonne connaissance. Et paradoxalement, dans l'Empire perse, donc, il y avait les mages qui, eux, avaient un peu peur, si je puis dire, les mages de la religion zoroastrienne, qui avaient un peu peur et qui étaient dans autre chose que l'expérience de Zoroastre. Parce que Zoroastre, lui, il avait vécu 1000 ans avant, pratiquement, en 700 avant Jésus-Christ. Et l'expérience de Zoroastre et zoroastrisme de l'époque n'avait plus rien à voir, puisque cette religion voulait s'imposer comme une religion officielle d'État, avec ses rites. Un peu comme aujourd'hui, on veut absolument revenir au fait que l'économie, l'argent, c'est tout, quoi. À l'époque, il fallait absolument imposer certaines pratiques comme une tradition. C'est un peu comme les religions d'aujourd'hui qui veulent s'imposer par des rites, mais qui n'ont plus rien à voir avec l'expérience des prophètes à l'origine. Et donc tout cela, ça faisait qu'il y avait une grande crise spirituelle chez certaines personnes. Et donc ce qui va se passer, c'est que ça va commencer avec le père de Mani, qui va être appelé
par des voies aussi, et qui va se retrouver dans une secte religieuse au bord de l'Euphrate, en Irak, au sud de l'Irak. Et il va vivre dans cette secte, c'est un lieu très fermé, une secte évangélique, juive, et avec beaucoup d'idées des premiers chrétiens, et qui va se retrouver enfermé là, et il va aller chercher son fils, qui dès l'âge de 4 ans va être aussi enfermé dans ce milieu. Donc Mani va vivre toute son enfance jusqu'à son adolescence dans ce lieu. Et en fait, il va se sentir de plus en plus comme un étranger dans ce monde, comme un oiseau perdu. Et il va donc avoir besoin d'un guide. Et donc, ce qui va être important pour lui, c'est ce guide qui va l'inspirer. Pour moi, j'ai l'impression que, je crois même qu'il a dit, c'est le guide, Gabriel. L'ange Gabriel. L'ange Gabriel, voilà, qui l'inspire et qui lui dit un peu comment il devrait penser, résoudre ses soucis. Par exemple, il l'invite à beaucoup développer sa connaissance, son observation de la nature, des astres, etc. Et ça va avoir une influence très importante sur la pensée de Mani, sur son message. Mani, après, quand il va sortir de cette secte, à l'âge de 24 ans après, à peu près, il va commencer à diffuser son message et va continuer à s'inspirer de l'expérience réelle de Zoroastre. Il va s'inspirer de l'expérience de Bouddha, il va s'inspirer de l'expérience de Jésus et des premiers chrétiens qui, pour lui, n'a rien à voir avec l'Église chrétienne. Et donc, il étudie beaucoup les planètes, la nature, etc. Et donc, une des choses qui va développer dans son message, c'est ce contact avec la lumière, avec les particules de lumière et avec la lumière. Donc c'est là que commence à apparaître ce thème qui a été très important pour moi aussi quand je l'ai étudié, qui est le thème de l'appel et de la réponse. Alors c'est un thème un peu curieux, je dirais, pour moi, parce que pour l'instant, je pensais que c'était à moi de demander. Et j'ai compris dans l'expérience de Mani que ce qui était important, c'était pas moi qui devais demander, mais plutôt que je devais être à l'écoute de cet appel qui était lancé. Et pour ça, Mani proposait de se connecter ce qu'il appelait aux luminaires. Il y avait 3 luminaires. Il y avait la lune, parce que c'est la lumière qu'on voit le plus facilement la nuit. Le soleil, la lumière qu'on voit le plus facilement le jour, mais qui est dure à voir en même temps, parce que le regarder, ça fait mal aux yeux, etc. On ne peut pas le regarder longtemps. Donc quand même, la lune, c'est plus facile à observer. Et puis la lumière qui est la plus profonde, qui est la plus difficile à observer, c'est l'étoile polaire. Donc, en fait, par exemple, quand les manichéens faisaient des prières, c'était vers la lune, vers le soleil et vers l'étoile polaire qui faisaient leurs prières. C'est-à-dire qu'en fait, tout le processus du message de Mani, du manichéisme, du vrai manichéisme, c'était de transformer toute cette obscurité, toute cette matière en particules de lumière, à travers la prière, à travers la peinture, comme Mani l'a fait, c'était un peintre, hein, on va peut-être en parler, et à travers la musique, à travers les poèmes, à travers les psaumes, même à travers l'alimentation, le but, c'est de transformer la matière obscure en particules de lumière, comme vraiment un style de vie où le sens de la vie, tout acte, c'est d'en faire de la lumière, en fait. Et ça m'avait beaucoup marqué, et c'était vraiment, pour moi, c'est là où j'ai compris cet esprit à travers ce thème de l'appel à la réponse. Et tu parlais aussi de la compassion que cette situation qu'il vivait de se sentir étranger dans ce monde, en étant connecté avec toutes ces choses-là, à travers le guide, à travers l'ange, avait fait naître chez lui une grande compassion pour les êtres vivants. Je trouvais intéressant justement ce regard que tu poses là-dessus. Oui, en fait, c'est-à-dire que par exemple, il prétendait pouvoir communiquer avec les êtres vivants, même avec les arbres, les fruits,
Par exemple, quand il est dans cette secte, il a un rapport, si je puis dire, avec un palmier dattier. Et bon, donc après vient toute une psychologie, un message qui invite à faire, par exemple, l'agriculture ou sans blesser trop l'arbre, en fait. Parce que bon, justement, il a une grande compassion avec tous les êtres vivants, quoi. C'est très extrême, mais en même temps, c'est très intéressant, quoi. Ce regard sur les êtres, tous les êtres. Et Denis, est-ce que tu pourrais nous parler maintenant de ta rencontre plus profonde avec le prophète Mani? Oui, en fait, ce qui s'est passé petit à petit, c'est que je me suis rendu compte que si je voulais vraiment comprendre qui était Mani et quel était son message, je devais faire des expériences, en fait. Et par exemple, c'était des fois tellement obscur, je ne voyais pas vraiment, je ne comprenais pas toujours. Et je devais me faire des demandes, me poser la question très profondément à l'intérieur de mon cœur. La signification, quoi, de certaines choses, comme par exemple l'appel et la réponse. Et donc, voilà, quoi, j'ai commencé à, si je puis dire, intérioriser l'expérience pour devenir moi-même Mani, si je puis dire. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'était comme ça que je le voyais. Et donc, j'ai eu quelques expériences que je retrace dans ma monographie. Évidemment, je ne peux pas tout dire là, donc j'invite toutes les personnes à la lire plutôt que de témoigner de tout. Mais j'ai une expérience, par exemple, justement avec ces luminaires et avec la Lune. C'est un récit d'expérience. Voilà, donc je l'ai mis sur ma monographie, on peut le lire si vous voulez. Allez. Le chemin consistait à m'approcher de la lumière. Je voulais me libérer de l'obscurité et des illusions auxquelles j'étais attachée. En faisant comme Mani, en regardant les astres, en imaginant la lumière très loin dans l'espace, je voulais déchirer le voile noir qui entourait la lumière cachée dans mon intériorité. Je sais que le ciel est aussi en moi et que mon destin est de rejoindre le ciel en passant par des astres qui, comme des portes, des nefs ou des bannières, jalonnent l'ascension et m'indiquent le sens. Je veux voir la lumière, mais elle est trop puissante pour que je la regarde, trop mystérieuse pour que je la décrive et que j'en témoigne. Pour m'habituer à voir cette lumière, je commençais par aimer la lune, première étape sur l'échelle de ma délivrance. Au début, je la cherchais laborieusement dans le ciel. Au bout d'un moment, se sachant désirée, elle se posait face à moi comme un guide qui me rappelait le sens. Je l'aimais toujours plus. Dans le ciel, dans la nuit, elle me disait qu'elle était toujours là et qu'elle me protégeait. La lune était vivante et habitée. Elle me tendait le bras et me tirait vers le haut, vers toujours plus de lumière, vers le soleil, vers le pôle lumineux. Regarder la lune habituait mes yeux à voir la lumière pure, qui était plus haut, plus vive en mon intérieur. Dans d'autres moments, je voyais la lune comme une bougie qui éclairerait faiblement une maison plongée dans l'obscurité et qui nous empêcherait de voir les déchets qui l'encombrent. La lune me conseillait de toujours veiller à purifier l'endroit où je vis. Dans d'autres expériences, elle m'apparaissait comme le jour que l'on voit quand, depuis le fond obscur du puits où l'on a chuté, on regarde à la verticale avec le désir immense de retrouver le jour. Dans ces expériences, la lune me disait d'être attentif aux astres, aux prières et à la beauté. Alors les sensations légères, colorées et poétiques se développeraient dans mon regard. Alors, mon monde s'éclairera et je gravirai l'échelle jusqu'à l'endroit où tout est lumière.
Quelle relation fais-tu entre le monde de Mani et le monde d'aujourd'hui? Quand j'avais étudié Mani, et aujourd'hui c'est encore plus important, c'est que je crois qu'on est vraiment dans une situation vraiment difficile au niveau de l'humanité. Et donc j'ai trouvé que Mani essayait de donner une réponse à ce thème. Et donc déjà je ferais parler de ce que c'est que la gnose, parce qu'on n'en a pas parlé. Donc c'est déjà, ce qui est important aujourd'hui de voir, c'est qu'aujourd'hui on est un peu trop pris par les choses externes en fait, par les choses du pouvoir, de l'argent, de la reconnaissance sociale, des choses très extérieures. Et que pour Mani, comme je l'ai dit, il y avait le monde intérieur et le paysage extérieur, et que les deux étaient liés. Et dans la gnose, pour tous les gnostiques comme Mani, l'important c'est de voir qui nous sommes vraiment. Et quand on se pose la question de qui nous sommes vraiment, on se demande qu'est-ce qu'il y a donc à l'intérieur de nous qui fait que l'être humain est si unique, si je puis dire, si particulier. D'accord ? Et donc, il y a cette âme donc, qui est enfermée à l'intérieur du corps, et on doit aller à sa recherche, en fait, pour découvrir qui nous sommes vraiment. C'est comme ça que je traduirais un peu une partie du message de Silo, et de faire réveiller cette âme. Et en réveillant cette âme, en fait, il y a comme une transformation de nous-mêmes qui se produit, comme une illumination de nous-mêmes qui se produit. Et qui fait qu'on devient une autre personne, avec plus d'imagination, plus enthousiaste, plus meilleur, je sais pas. Et Excuse-moi, quand tu disais le message de Silo, c'est le message de Silo et le message de Mani? Oui, en fait, je confonds les deux. En fin de compte, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais, c'est la même chose exactement pour moi. Oui. Et donc. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vit dans un paysage extérieur où il y a beaucoup de choses très belles, mais il y a aussi un grand danger pour l'humanité par rapport par exemple au changement climatique, au danger du nucléaire, à l'accumulation du pouvoir entre quelques centaines de personnes alors que la plus grande partie de l'humanité a de moins en moins de moyens, la réduction des budgets pour l'éducation, la santé, etc. Alors que la priorité dans une société de progrès serait de faire en sorte que tout le monde puisse vivre dans des conditions correctes pour assurer l'avenir de tous. Et donc, je pense que nos situations sont très comparables. Donc, pour pouvoir trouver cette énergie, transformer cette société, il faut trouver une nouvelle énergie à l'intérieur de nous-mêmes, changer les croyances qu'on a de nous-mêmes et répondre à cette question, qui nous sommes et vers où nous allons. Voilà. Et donc c'est ce qu'a fait Mani. En fait, lui, il l'a fait à travers l'art, à travers la peinture, parce que c'était d'abord un peintre. D'ailleurs, en Iran, quand on parle d'un bon peintre, on appelle ça un Mani. On appelle la personne un Mani. Ah oui? Oui, c'est très drôle. Et on dit que c'est lui qui serait à l'origine de la miniature persane. Où dans la miniature persane, tout est coloré, tout est plein de lumière. Et donc, en fait, ce que voulait produire Mani à travers son mythe ou à travers sa peinture, c'est un choc chez les personnes qui les verraient, quoi, qui entendraient son message. Et donc, c'est ça le but de la gnose, c'est de produire un choc à l'intérieur de soi-même pour produire un changement, quoi, en fait. Voilà. Et un changement intérieur qui va se projeter dans le monde. Qui va se projeter dans le monde, qui va permettre des changements sociaux. Et par exemple, juste après Mani, par exemple, il y a eu Mazdak en Iran, qui a fait une grande révolution et qui a permis à plein de gens qui étaient dans la pauvreté de pouvoir s'en sortir grâce à cette connaissance de Mani. C'est un exemple que je donne, mais aujourd'hui, je pense que ça pourrait être très utile aussi. C'est que nous, on ne fait pas la différence entre le monde intérieur et le monde extérieur. Pour nous, les deux sont très très importants. On ne peut pas dire qu'on va simplement changer la société, ça c'est faux. Il faut en même temps changer à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. Et c'était ça le message de Mani aussi. Oui, c'était ça. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, de transformer tout ce qui est obscurité à l'intérieur de nous-mêmes en particules de lumière.
Le message de Mani, manifestement, s'est développé dans une grande partie du monde et pourtant avec beaucoup de persécutions. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, à partir de l'époque de Mani, c'est-à-dire le 3e siècle après Jésus-Christ, jusqu'au 15e siècle en Chine, le manichéisme s'est étendu sur toute la planète, mais partout au fur et à mesure, on peut dire que les manichéens ont été exterminés, les livres ont été brûlés, tous les documents ont disparu. Et il y a eu une grande persécution, mais malgré tout, ça a eu une influence énorme, comme je l'ai dit, sur le soufisme, sur beaucoup de spiritualité, sur la gnose, etc. Même si la gnose existait avant, ça a continué de la développer, en fait, cette connaissance, cette bonne connaissance. Et voilà, c'est quand même un mouvement qui a existé depuis l'Europe. Puisque même les Cathares, certains disent que par les Bogomiles, ça vient du manichéisme. Bon, il y a un débat là-dessus, mais certains le disent, en tout cas c'est très proche. Et jusqu'en Chine, c'est-à-dire tout le monde connu de l'époque. C'est quand même énorme, quoi. Et pourtant, il n'en reste plus rien aujourd'hui. Enfin, malgré qu'il n'en reste plus rien, il continue à y avoir, et ça renaît en plus, il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup d'études qui sont faites sur le manichéisme, donc ça commence à réapparaître aussi. Alors donc, malgré toutes ces persécutions, les vrais guides spirituels, ceux qui sont cachés, ceux qui sont diffamés, eh bien, ils continuent à vivre. La persécution, la violence n'arrêtera pas ce message. N'arrête pas son futur. Comment t'expliques ça, toi ? Je pense que c'est parce que Mani, en fait, comme tous les guides, les vrais guides spirituels ont travaillé avec ce thème du mythe. Alors j'aurais du mal à en parler parce que parler d'un mythe, c'est impossible. Le mythe, c'est vraiment une expérience qu'on doit faire. C'est-à-dire que ce qu'on doit redécouvrir aujourd'hui dans cette civilisation, c'est le pouvoir de l'imagination, je dirais. C'est qu'on croit que ce qui existe réellement, c'est ce qu'on peut toucher ou ce qu'on peut penser. La rationalité ou bien ce qu'on peut toucher, les objets, etc. Et il y a un autre pouvoir qui est très important, c'est celui de l'imagination. Il y a le monde de l'imaginaire qui est très très important et qui fait le lien un peu entre le monde du réel et le monde de la spiritualité, du futur, etc. Sans imagination, on ne peut pas passer au futur. Et donc, le mythe, c'est ça. Et donc, ce qui est important, c'est que on pourrait décrire toutes les étapes du mythe de Mani qui consiste à transformer la matière et l'obscurité en lumière. En gros, c'est ça. Mais il l'a interprété à sa manière, comme moi, quand je l'ai relu, je l'ai interprété aussi à ma manière dans la monographie que j'ai écrite. Et je pense que chacun peut faire l'expérience de ça et se rendre compte de ce que ça produit sur soi-même. Simplement, c'est ça, en fait. Est-ce que tu pourrais nous préciser une chose, parce que tu parles de la gnose et de la connaissance, mais il y avait quelque chose de très important à comprendre par rapport au fait d'entrer dans ces espaces-là. Oui, en fait, la sensation que j'avais et ce que j'ai compris, c'est que, en fait, c'est aussi une difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est la raison. On veut tout comprendre intellectuellement. Et en fait, d'ailleurs, comme Silo aussi, Mani, je crois qu'il met en relation le cœur, l'action et la tête, quoi. C'est pas seulement comprendre avec la tête. Et donc, on met de côté la raison aussi pour laisser place à autre chose, qui est l'inspiration, quoi. Qui parle de l'expérience, en fait. Qui parle de l'expérience, ouais. C'est vraiment difficile à expliquer. Comme l'a dit Silo, c'est comme décrire la couleur bleue à quelqu'un qui serait non-voyant. On ne peut pas la décrire, quoi. Il faut simplement en faire l'expérience, la voir à l'intérieur de nous-mêmes. On ne peut pas la décrire, quoi. Autre énigme dont parle Mani, à laquelle il aimerait répondre par rapport à l'origine du mal et de la violence. Oui, en fait, pour rentrer dans cette dimension-là de laisser tomber la rationalité, en fait, on est obligé, puisque si on se pose des questions un peu sur comment, par exemple, les religions prétendent que Dieu a créé, est bon, et donc a créé le monde, etc.
Et en fait, on se pose la question comment le mal peut naître du bien, ou comment le monde peut naître de rien, des choses comme ça. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en fait, ça met dans une sorte de perplexité, d'incompréhension, et le fait de rentrer dans ces questionnements-là, ça met en cause beaucoup de choses qu'on croit, en fait. Je ne saurais pas l'expliquer autrement, mais ça met vraiment en cause ce que l'on croit de ce monde, et des croyances qu'on a, etc. On met beaucoup en doute les gens qui ont plein de certitudes, par exemple. Est-ce que du coup ça ferait le lien avec ce que tu disais au début, où on se demande si c'est possible que Dieu, qui créa tout, puisse avoir créé aussi le mal alors qu'il est si bon? Est-ce que de fait, en parlant comme ça, on oppose encore le bien et le mal, alors que ce que propose Mani, c'est pas ses opposés, mais c'est le dépassement? Oui, en fait, c'est intéressant parce qu'en plus, son mythe, il peut se traduire comme une image, puisque c'était un peintre, et il explique que le mal est comme un coin qui est à l'intérieur d'une sphère. Et donc, ça, c'est l'aspect obscur. Et il y a un combat qui se mène. C'est le premier homme qui est envoyé pour produire ce combat entre la lumière et l'obscurité. Et donc, le mythe raconte toute l'histoire de ce combat et comment petit à petit l'être humain commence à se rendre compte que, plongé dans l'obscurité, il a besoin absolument de créer comme une colonne de lumière vers la lune, le soleil, l'étoile polaire. Et donc il se connecte à quelque chose de plus puissant, de plus fort, de plus profond. Et donc là, il trouve la solution pour justement convertir cette obscurité en particules de lumière. Mais le dire comme ça, quand je le dis, j'ai l'impression que c'est plat, quoi. Il faut vraiment lire le mythe et surtout faire l'expérience personnelle. Il n'y a pas d'autre solution pour entrer dans ce monde-là. Et justement, parlant d'expérience, l'idée aussi c'est de pouvoir ouvrir le parc de la Belle Idée, le parc d'études et de réflexion La Belle Idée, à des gens pour venir justement faire des ateliers, peut-être vivre ces expériences-là. Oui, c'est vrai. Je pensais que si ça intéresse des personnes de venir, vous aurez nos contacts en bas de la vidéo. Et donc, vous pourrez nous contacter et on peut proposer, par exemple, des séminaires sur le guide intérieur, puisque j'en ai parlé beaucoup dans cette expérience. On peut aussi réétudier un peu ensemble cette production sur Mani et d'autres choses, parce que sur le site du parc, vous verrez, il y a beaucoup d'autres productions à lire. Donc, je vous invite vraiment à nous contacter et on vous invite ici, puisque c'est ouvert à tous. Merci Michel de m'avoir donné l'occasion de parler de Mani. Merci à toi Denis. À bientôt. À bientôt.